Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. Et merci pour votre fidélité au décryptage quotidien de l'actualité sur True TV et sur Watt FM. Deux sujets sont sur la table des juges aujourd'hui. Tout d'abord, les bonnes notes du Fonds de soutien patriotique à la lutte contre le terrorisme, puis la grave crise sociopolitique qui sévit actuellement au Sénégal. Deux sujets majeurs qui passeront sous le scanner des juges du tribunal de l'actualité, présents sur le siège ce mercredi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour juge Vaha, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Watt FM et sur True TV pour cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. Instant privilégié des avant-propos et c'est le juge Bernard Bougman qui démarre cette séquence. Merci président. Les concours cette année ont été lancés en conseil des ministres comme il est de coutume. L'année dernière, on a vu tout le gros retard qu'on a observé après la composition et puis pour la délivrance des résultats c'était compliqué. De la correction numérique finalement on est revenu au manuel, ce n'était pas aussi simple. Donc cette année on se posait des questions de savoir comment est-ce que les choses vont se passer. Bon, toujours est-il que les inscriptions en ligne ont été ouvertes et donc ça va l'être en ligne. Donc c'était déjà un pas qu'on avait fait dans la dématérialisation. Et donc on avait fait un bond en avant. Donc il n'était vraiment pas question de revenir en arrière, surtout pour un chef de l'État qui plaide pour la dématérialisation, la digitalisation, parce que c'est la tendance. D'accord. Donc espérons que réellement maintenant toutes les garanties sont offertes, tout ce qui est comme élément est réglé pour qu'après on n'ait pas à attendre ou à faire ceci, à accuser les informaticiens qui sortent dire ce n'est pas nous, il y a eu vol d'ordinateur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc nous espérons que les choses vont se dérouler dans l'ordre, parce que l'incident ça a été que les gens sont les amis sont venus à l'école avec suffisamment de retard. Donc au programme, ils sont sérieusement pompés, comme on le dit. Il n'y a pas de répit parce qu'ils ont commencé en retard il y a une année à boucler. Donc c'est ça aussi la réalité. Je pense, et là, on espère réellement qu'on n'en sera plus dans une telle situation avec la nouvelle donne. Donc du courage également à tous ceux qui vont candidater. Et puis bon, c'est une compétition. Vivement que les uns et les autres puissent avoir, parce que c'est l'État qui est le seul pourvoyeur, le plus gros pourvoyeur d'emploi au niveau du Burkina Faso. La tendance n'est pas encore inversée. Donc je dis bien du courage parce qu'il y a des milliers de Burkinabés qui vont se bousculer pour ces concours-là et pour quelques postes. Les concours en ligne les inscriptions pour les concours en ligne qui sont donc ouvertes. Juge Geoffroy Vaha, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos du jour va concerner une sortie, celle de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a eu à prendre part à la célébration du centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer, et c'était en France, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et il est revenu sur la crise sécuritaire que nous traversons. Il en a fait son analyse et des propositions, et de ce qu'il ressort, pour lui, il n'y a pas d'autre choix que de dialoguer, et que c'est on va dire c'est la solution, voilà, la solution miracle, c'est ce qu'il dit lui-même. Il persiste ici, c'est seulement comme ça qu'on peut trouver la solution à cette turpitude dans laquelle nous sommes. Il parle même du cas burkinabé, et il rappelle un peu ce que les autorités ici disent aussi, c'est-à-dire que maintenant on est passé à une autre étape, ce n'est plus des gens qui quittent loin et venir attaquer le Burkina, c'est plutôt des gens qui ont recruter et qui continue de recruter parmi des Burkinabés. Et il dit la question qui devait être fondamentale à se poser, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là arrivent à être enrôlées pour être face
à l'État. Et c'est la grande question. Et pour lui, il y a une question de gouvernance. Et donc, il faut bien s'interroger là-dessus. Il dit, nous devons nous remettre en cause. Et il dit de son avis, la faute ne vient pas forcément de l'extérieur, parce que le Burkina traîne des problèmes de gouvernance, de répartition des richesses, des régions auxquelles s'ajoute l'instabilité. En tout cas, c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais ça suscite aussi beaucoup de questions quand on parle de répartition des richesses et tout. Ce qu'on est en train de vivre et les partis qui sont concernés par le recrutement dont il parle, c'est des partis qui sous Blaise Compaoré, l'ancien président, et lui, parce qu'il était aussi ministre de 2000 à 2007, ministre de la Sécurité, après ça, on remarque que ce sont des périodes, que ce sont des partis du Burkina qui ont été délaissés, fortement délaissés. Donc dans les causes, il y a cette réalité. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, quelquefois, c'est dans des problèmes que l'on se demande, mais quand j'avais pas ces problèmes-là, pourquoi est-ce que je faisais pas ce qui était bien? Parce qu'aujourd'hui, vous vous demandez, avec les problèmes que nous avons, mais qu'est-ce que les autres l'ont fait avant? Le terrorisme est venu tout chambouler. Mais avant, on faisait quoi alors? On avait une influence sous-régionale, qu'est-ce qu'on en faisait? Pourquoi est-ce que ça ne bénéficiait pas vraiment à nos populations? On a vu la Libye avec certains investissements ici, mais ça s'est limité voilà, dans certains secteurs. C'est-à-dire qu'on avait une diplomatie qui était très forte, mais les populations n'en ont pas vraiment bénéficié. Et c'est ça là, c'est tout ça qui a créé ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. La lecture qu'il fait, elle est très intéressante, et le diagnostic, en tout cas, vous verrez dans le développement que ce n'est pas trop loin de ce que disent les autorités ici en termes de diagnostic. On dit que l'ennemi, il est maintenant parmi nous, c'est nos frères, ça on l'entend toujours, c'est nos enfants. Donc ça veut dire ça c'est une situation qui a été comprise. Maintenant la question du dialogue, bon, c'est vrai que lui il en a été un chante parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères, il a été beaucoup introduit même sur la question du Mali et tout, parce que c'était quand même aussi le bras en matière de diplomatie du régime Blaise Compaoré, donc on comprend. Mais à la vérité, c'est que je me demande si aujourd'hui le Burkina peut dire qu'il sera le champ du dialogue, parce qu'il y a une guerre d'abord à faire, ça c'est une vérité. Et comme il dit, il faut que chacun se remette en cause. Je pense qu'il y a une faute part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver aussi. C'est donc l'avant-propos du juge Geoffroy Vara, donc sur cette sortie de l'ancien ministre Djibril Bassolé. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine avec deux sujets au rôle. Commençons par évoquer ces bonnes nouvelles du Front de soutien patriotique qui, selon le point établi le 3 juin dernier, le 5 juin, a engrangé en moins de 6 mois plus de 20 milliards de francs CFA. Bernard Bourg. Oui, effectivement, les chiffres ont été communiqués. C'est bon de rendre compte parce que ce n'est pas la première fois que des efforts sont demandés avec plus ou moins de transparence. Sous le MPSR, d'ailleurs, il y avait un compte trésor qui avait été ouvert pour dire que ceux qui viennent à la présidence avec de l'argent, allez y mettre là-bas. Et nous n'allons pas, et puis bon, voilà. Un jour, Damiba est parti. Donc on n'a pas eu le point de ce compte. On ne sait pas combien est rentré, combien est sorti. Voilà. Donc on est resté là. Jusqu'à ce que le MPSR2 arrive et puis change la façon de faire. Vous parlez de Damiba et du fonds, du point qui n'a pas été fait, mais le fonds dont on parle a été créé en janvier 2023, donc après Damiba. Donc là, je ne sais pas si ce fonds a été alimenté depuis. Non, je fais le parallèle par rapport à la transparence. Okay. Quand on a demandé à des gens de contribuer sur le MPSR, c'est pour qu'on nous comprenne bien. Voilà, juste donc je campe le décor par rapport à cela. Maintenant, je dis là, il y a un point qui est fait régulièrement pour qu'on puisse savoir, parce que le premier point avait été fait et il y a eu un premier point qui avait été communiqué. Je crois que c'était en mars. Voilà, et là c'est le deuxième point maintenant qui a été fait. Je dis ça permet de savoir qu'effectivement il y a un effort qui est fait, il y a des Burkinabés qui contribuent, et il y a de nouvelles niches que le MPSR2 est allé chercher pour alimenter l'effort de paix. Bon, comme la tendance c'est l'effort de paix, c'est le plus effort de guerre, pour alimenter l'effort de paix. Et ces nouvelles niches, ce sont les produits alcoolisés. Bon, disons les poissons, en dehors de l'eau.
parce que même les sucreries sont taxées et les produits cosmétiques d'un certain niveau de luxe. Voilà. Donc, c'est de nouvelles niches qu'ils sont allés chercher pour pouvoir alimenter l'effort de paix. Et je dirais, c'est bien vu. Les uns et les autres se disaient que bon, avec les 100 francs, quand je me rappelle au lendemain du communiqué, excusez-moi la pub, de la Brakina Sodibo annonçant l'augmentation de 100 francs sur les boissons, on a vu tout le tollé que cela a soulevé. L'on pensait que les uns et les autres n'allaient plus aller vers les débits de boissons. Non. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent, il dit même qu'il part boire. Il dit qu'il part contribuer à l'effort de paix. Donc lui il veut rentrer, mais quand lui voit comment est-ce qu'il contribue pour l'effort de paix, il ne veut pas bouger. Donc c'est devenu d'ailleurs un argument pour aller dans les débits de boissons. Mais je dis, c'est bon de faire le point pour que les uns et les autres puissent avoir une idée de comment est-ce que la contribution se fait. Et quand on regarde, ce n'est pas beaucoup plus une contribution volontaire en tant que telle. Il y a le circuit de contribution volontaire, il y en a qui viennent avec des motos, qui viennent avec des vivres, qui viennent avec du carburant, il y a ce circuit-là. Mais là, c'est sur les niches qui ont été prélevées et le point a été fait. Donc, déjà pour camper le décor, j'ai dit c'est une très bonne démarche dans le sens de la redevabilité, dans le sens de la transparence. En effet, ces chiffres que nous avons aujourd'hui ont été donnés lors du deuxième conseil d'orientation du Fonds de soutien pour la patrie, ce qui souligne en effet, comme le dit juge Bernard Bougma, la volonté de transparence du gouvernement autour de ce fonds, et ce qui sans doute aussi a participé à son adoption par le Burkinabé Jofava. Adoption, oui, c'est clair. Parce que quand vous regardez, quand même, il y a que dans les 20 milliards, dans les plus de 20 milliards 700 millions, il y a quand même une composante 3% qui est celle de contribution volontaire. Je crois que ça parle. C'est-à-dire sur les 20 milliards, il y a que vous prenez ces 3% des 20 milliards qui sont des contributions volontaires. Donc ça veut dire que là-bas encore, il y a vraiment des efforts à faire. Sinon, le clair, à 78%, c'est, on va dire, un genre de taxe presque. Donc, il n'y a pas... 79%, voilà, 78,96%. C'est cela. Il n'y a pas... C'est-à-dire, ce n'est pas une question de vous voulez ou vous ne voulez pas. Vous voulez un produit, c'est induit. Et c'est le consommateur final qui le supporte. Donc, c'est comme une taxe, c'est quelque chose que vous supportez. Ce n'est pas un choix. Donc, je pense que ça aussi, ça doit nous parler. Et moi, je me pose aussi des questions légitimes. Parce qu'on se dit, la croissance de ce fonds-là, c'est de plus de 200%. On se comprend? C'est plus de 200%. Et les 3/4 sont constitués par la consommation de produits, comme on connaît, c'est l'alcool ou... voilà, on connaît les produits, ou bien sucreries, on dira comme ça. Donc peut-être qu'on boit plus. Peut-être qu'on boit plus, ou bien peut-être qu'il est pas mes points. Bon, et moi je dis encore que j'espère que le comité, il est très rigoureux et que, bon, parce qu'une augmentation en un mois de 200%, je ne sais pas si c'est la consommation des Burkinabés qui a cru ainsi. Alors vous parlez de 200%, mais selon les chiffres que moi j'ai notés, le ministre chargé de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a indiqué que les contributions au fonds de soutien patriotique ont augmenté de 164% entre le 31 mars et le 2 juin 2023, passant de 6,7 milliards de francs CFA à 20,8 milliards de francs CFA, donc au 2 juin 2023. Bon, moi, je lis aussi un autre point. Je pense que je suis sur le site du SIG. Comparativement au chiffre de 31 mars 2023, le ministère note une augmentation de 209,81%. Ainsi, la contribution est passée de 7 à 20 milliards de francs CFA en 3 mois. Ok, mais... Bon, en 3 mois. Les auditeurs et les téléspectateurs feront le calcul pour savoir... Non, ainsi 3 mois, 7 à 20 milliards. Je vais vous... Excusez-moi. Oui, Bernard, en réalité, je pense que les chiffres réels, c'était 7 milliards et quelques. Ce sont les débuts, c'est la vente de produits, les taxes sur l'alcool et autres, là, qui étaient à 6 milliards et quelques. Sur les 7 milliards et
effectivement qui avait été annoncé en son temps. Là, je pense que les chiffres donnés par le juge Vaha collent avec ce qui avait été annoncé en mars. Parce qu'on a 7, je veux dire, à 7 milliards, on a en gros 6 milliards de boissons. Exactement, tout à fait, c'était ça. À 20 milliards, on a 79% de boissons. Exactement, c'était ça. J'ai dit que ça veut dire que ce qui porte le plus, si on a pu, dans 3 mois, avoir 200% d'augmentation de la manne, étant entendu que ce ne sont pas les contributions volontaires qui ont changé, parce qu'elles sont à 3% à l'intérieur, ça veut dire qu'on a une consommation qui est montée plus que proportionnellement. Oui. C'est comme ça qu'on dit en économie. Donc comment ça s'explique? Ça s'explique en 3 mois. Ça, on voit plus. Ça s'explique plus que le premier point a été fait pendant le temps de carême chrétien et le jeûne du musulman. Et en même temps, immédiatement, il y avait eu la fête de la Pâque. C'était un long week-end. Les chrétiens, ils boivent de l'alcool. Et il y a eu aussi, quelques temps après, je pense une semaine pratiquement après, la Tabaski. Il y a eu un grand flux vers les boissons sucrées ou alcoolisées. Et puis bon, voilà. La réalité aussi, c'est que... Tabaski ou Ramadan? Pardon, Ramadan. Donc, Ramadan. Donc, il y a eu un temps de forte consommation. Et même le prochain point, il y aura un grand temps de forte consommation parce qu'on a eu l'épisode des premières communions avec la fête de la Tabaski encore qui arrive. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais effectivement, il y a une réalité sociale qu'il faut avoir également le courage de regarder. C'est aussi de visager ces consommateurs. Qui sont ces consommateurs? Donc effectivement, il y a un temps où les uns et les autres étaient à l'église ou à la mosquée, n'étaient plus intéressés par les débits de boissons. Et après, mais comme à l'intérieur, on n'a pas fait la part de l'alcool et la part de la sucrerie, c'est très difficile. L'essentiel, ce qu'on sait, c'est que les boissons ont occupé tel pourcentage, le plus gros lot. Et donc c'est sûr également qu'après le 31 mars et après les différents temps de carême et de jeûne, la consommation a repris de plus belle. Et les consommateurs d'alcool et de sucreries, il faut aller chercher dans toutes les religions au Burkina, il ne faut pas se voiler la face. Il faut aller les chercher dans toutes les religions, même si la religion l'interdit formellement, il y a des adeptes de religion qui interdisent l'alcool mais qui boivent l'alcool. Ce n'est pas un secret de police. Ça fait partie des sujets tabous, dont on est gêné d'en parler, on peut même prononcer une fatwa sur vous alors que c'est la vérité. Donc, oui, allez-y, je vois. Voilà que je dis les chiffres, en tout cas ça donne à réfléchir. Parce qu'on a une croissance. C'est une réalité sociale. Voilà, c'est une réalité sociale. On a une croissance de la consommation. Maintenant, ce que Bernard dit, quand on regarde les périodes, ça tient. Ça tient maintenant. On en est seulement qu'à notre deuxième point. Le premier, c'était le 29 mars et maintenant le 23 mai. On va peut-être avec... Parce que même ces chiffres-là vont nous parler du Burkinabé. C'est ça, j'ai dit, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de les avoir. Quand vous regardez aussi, c'est que même la contribution volontaire, elle est au-dessus, par exemple, de la contribution via la Maboussig. La manufacture burkinabé des cigarettes qui a contribué à hauteur de 2,64%. Quand vous regardez aussi, vous vous dites, je ne sais pas le taux d'imposition, parce que moi j'appelle ça un taux, un genre de taxe, mais vous pourriez nettement aussi déduire que, bon, est-ce que ça veut dire que la lutte contre le tabac c'est en train de payer? Bon, c'est un peu ça que cela donne. Mais déjà, ce qu'il faut reconnaître, mais je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'on a une guerre à faire. En tout cas, le président en a fait son option. Ça va avec des dépenses et donc de la mobilisation des ressources. Et au départ, ils étaient comme devant un mur. On a vu avec les travailleurs comment ça a coincé. Ils ont dit non, ce n'est pas possible parce que on veut des contributions volontaires, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Mais à la limite, l'imposition elle est venue parce que quand vous partez prendre votre sucrerie ou bien prendre votre boisson alcoolisée, vous allez payer. Donc il y a eu quand même, il faudrait là un certain génie. Ils étaient assez ingénieux et bon, d'une façon ou d'une autre, le consommateur final lui paiera. Maintenant, il y a aussi et ça je pense que c'est ça qui est aussi très, très important. On parle de la boisson et tout, ça c'est des habitudes de consommation habituelles. On est dans une réalité burkinabé où l'inflation elle est très forte. On l'a rappelé au Premier ministre. Et c'est dans les produits de tous les jours. Okay? C'est dans les produits de tous les jours. Donc même quand le consommateur final par ricochet paye,
il faut trouver des moyens de faire des allègements sur un certain nombre de produits. C'est là aussi on attend vraiment le gouvernement. Il y a des Burkinabés qui sont prompts à donner, mais il y a un tissu économique là qu'il faut dynamiser. Il y a donc des ménages auxquels il faut donner un bol d'air, parce que ça ne va pas. Sinon, on risque de se retrouver dans un genre de cercle vicieux, donc non vertueux. Et puis après, ceux à qui on demande de faire l'effort là, ça va devenir tellement pesant que ça va donner autre chose. Donc il y a aussi ce travail-là peut-être qu'il faut même. Je dis, il y a eu du génie déjà à pouvoir contourner et à faire cela. Alors oui, il y a eu du génie. Les boissons donc prennent une large part de ces contributions. Cela montre donc une augmentation de la consommation des boissons, vous avez souligné. Mais c'est aussi rassurant, non? Le ministre chargé de l'économie pense que ça montre aussi que les Burkinabés s'unissent autour de l'essentiel, donc sauver la patrie à travers une belle action au profit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Vous partagez cet avis? Bon, je souris parce que ici, ce n'est pas qu'il veut donner. Regardons la proportion des dons volontaires. Ça, c'est encouragé. Mais sur le tableau, il y a que c'est involontaire. Puisque vous partez payer une bouteille, c'est automatiquement taxé. Donc, mais les Burkinabés disent en prenant leur bouteille qu'ils participent à l'effort de paix. Président. Donc ils s'en vont aussi consommer ces boissons-là pour participer à l'effort de paix d'une certaine façon. À vous entendre parler, c'est comme si c'est parce qu'on a dit maintenant qu'il y a une taxe qu'on va prélever pour l'effort de paix que subitement il y a eu de l'engouement pour la boisson. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens étaient déjà là-dedans bien avant cette initiative. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont évalué, ils ont vu que c'est une bonne niche qu'ils l'ont fait. Et donc, le premier point, j'ai dit, était faible parce que les gens étaient les catholiques étaient dans le carême chrétien, les musulmans étaient dans le jeûne du Ramadan. Et ça, c'est vrai. Et donc, ce qui fait que la consommation a vraiment diminué. La consommation a vraiment diminué à ce niveau-là. Mais après, il y a eu d'ailleurs le week-end des deux fêtes, où il y a eu un niveau de consommation de l'alcool qui a été augmenté. Il y en a qui partent avec des casiers qui remplissent le congélateur à la maison, parce qu'il y a des gens qui vont venir manger et boire puisque c'est la fête. Donc déjà, de part et d'autre, les deux fêtes ont pris une part importante. Et après, la consommation a repris. Il n'y a plus de barrière, la consommation a repris. Je dis même à l'intérieur des religions où il est interdit formellement de boire l'alcool, mais il y en a qui boivent à l'intérieur. Chacun d'ailleurs en fonction de son niveau. Il y en a qui n'arrivent pas à atteindre les grands crus, mais ils restent dans... Chacun en fonction de sa poche, à sa cible. Mais la vérité, ça ne veut pas... En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on a dit, bon, écoutez, si vous venez prendre une bouteille, on va prélever 50 francs pour la sucrerie et 100 francs pour la bière, pour l'effort de guerre, que les gens ont eu un engouement subit pour les débits de boissons. Ils y étaient déjà. La dernière fois, quand le ministre Sango était là, il a même dit qu'ils avaient réfléchi à taxer l'alcool et prélever ça pour soutenir la culture burkinabé. Et que l'initiative était dans les tuyaux, c'était presque à terme. Quand, effectivement... C'est une ancienne initiative. C'est une ancienne initiative. On a essayé de réveiller pour la cause. Voilà, maintenant on l'a réveillé pour la cause de la paix. Mais la vérité, je ne pense pas que c'est parce qu'on a dit ça que les gens sont allés vers les débits de boissons, puisque les habitudes de consommation n'ont pas changé. Monsieur n'a pas augmenté son nombre de bouteilles. Parce que... Et ça, vous ne le savez pas. Peut-être qu'il a augmenté. Peut-être qu'il achète une ou deux bouteilles de plus pour contribuer à l'effort. Parce que dans votre cercle d'amis, il y a quelqu'un qui a augmenté son nombre de bouteilles parce qu'il veut contribuer à l'effort de paiement. Moi, je ne sais pas. Moi, dans les cercles d'amis que je connais, qui prennent de l'alcool ou de la sucrerie, personne n'a augmenté une bouteille de plus pour dire c'est pour l'effort de paix. Son habitude, quand il arrive au niveau de sucrerie qu'on ne peut plus dépasser, il se lève. Au niveau de l'alcool, c'est la même chose. Alors, je veux dire que dans son cercle d'amis, il y a des gens qui ont... Non, c'est pas ça. Ça tombe sous le sens pour moi. Ça tombe sous le sens, ce n'est pas parce que les gens veulent beaucoup plus contribuer qu'ils iront boire. Parce que boire, ou bien, je veux dire, augmenter sa consommation n'est pas le seul moyen de contribuer. Il y a la contribution volontaire. Ça veut dire que si vous voulez, au lieu de vous fatiguer à boire 15 bouteilles de bière, là, vous pouvez aller directement donner l'argent.
Mais donc ça veut dire quoi? Les gens sont moins enclins à aller donner directement. Maintenant, on arrive à collecter de par les habitudes de consommation. Je crois que ça aussi, c'est une vérité que les statistiques là nous donnent. Donc, ceux qui chaque matin sont en train de crier là, je pense que ces chiffres-là, ça nous parle. Quand on est si amoureux du Burkina, comme on dit là, et puis on juge tout le monde, ça devrait se sentir dans la contribution volontaire. Je pense que ça aussi, parce que l'autre, et comme Bernard le dit, elle est induite, ça n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire, mais quand même, est-ce que ça montre, en fait, la question, c'est la question que j'ai posée, est-ce que ça montre quand même un certain engouement des Burkinabés pour les défis qui se posent à la patrie? Mais oui, il y a un engouement parce que quand vous regardez au fond, 3% de 20 milliards, c'est pas rien. Ça veut dire que dans la condition dans laquelle on est là, des Burkinabés qui acceptent de donner, on a vu des déplacés internes qui ont cotisé. On a vu des étudiants qui n'ont pas grand-chose, qui, au-dessus d'une visite, ont remis de l'argent à un ministre. Donc ça veut dire que chacun fait autant qu'il peut. Et même s'il peut peu, il fait autant que peu se peut. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Une autre donnée de ce compte rendu, de ce devoir de redevabilité, c'est que ces contributions financières volontaires des personnes physiques et morales, le montant est détenu à 99,54% dans les livres du Trésor public, 0,46% dans les comptes Orange Money et Move Money, sans faire de la publicité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a peu de gens finalement qui utilisent le mobile money, comme on l'appelle, pour contribuer. Oui, mais il faut regarder, je pense qu'il faut voir aussi là, c'est ceux qui font pour le virement, pour le trésor. Je pense qu'il y a aussi la diaspora qui donne beaucoup. Et la diaspora passe beaucoup plus par ce filon-là, plutôt que par les numéros, comment on appelle ça, les mobiles, les transferts mobiles. Je pense aussi que c'est lié à ça. C'est aussi lié à certaines institutions qui sont là, mais qui préfèrent passer par ce canal-là plutôt que passer par le mobile. Là, c'est de compte à compte directement. Donc, c'est la part de certaines institutions, de certaines entreprises, de certains organismes qui sont installés au Burkina. C'est aussi la part des éléments de la diaspora qui préfèrent effectivement ce filon-là parce que c'est plus facile pour eux de le faire. C'est l'explication. C'est vrai aussi, il y en a qui font par le mobile, mais naturellement, la part elle n'est pas élevée. Ce qui est intéressant, c'est aussi les éléments de contribution. En dehors de l'argent ou du prélèvement lié à la boisson, il y a des contributions en nature. C'est ça. Des vivres, des bâches pour couvrir les véhicules, comme on appelle ça, du carburant, des sacs de riz. Ça, ce sont ces éléments qui sont très importants également dans cette affaire-là. Il y en a qui ont donné des véhicules, des pick-up. Donc, c'est en nature et en espèces. Et comme Geoffroy l'a dit, vous n'êtes pas obligé d'augmenter le nombre de votre consommation, puisqu'il y en a même qui sont allés donner des montants. C'est petit, mais c'est le symbole qu'il y a derrière. C'est le symbole qu'il y a derrière. Donc, pas forcément obligé de taper des dizaines de bouteilles, pas forcément obligé, mais c'est pour aller donner volontaire. Ça aussi, c'est possible. Parce que si nous voulons assumer notre liberté, notre indépendance, nous voulons assumer nos choix, sans qu'on nous impose quoi que ce soit, sans qu'on ne nous dicte prenez l'argent mais faites ci, il va falloir que nous apprenions aussi à compter sur nous-mêmes. Et apprendre à compter sur soi, c'est chercher de nouvelles niches. Où est-ce qu'on peut aller prélever? C'est qu'est-ce que je peux faire en fonction de ce que je gagne en termes de contribution pour pouvoir avoir la fierté de taper ma poitrine pour dire oui, avec ou sans eux, nous pouvons. Mais attention, l'inflation elle est élevée, donc la pression également sur le quotidien du consommateur, elle est grande. Et ça aussi, c'est vrai, elle est grande. On rit de la boisson, mais en réalité, il faut qu'on ait le courage de le dire. La boisson, c'est vrai, c'est une grosse contribution et tout, mais quoi qu'il en soit, le quotidien est dur. Parce que les produits de première nécessité, les prix ont flambé. Donc là, ce n'est pas... Ça aussi, c'est une réalité. Oui, voilà, ça c'est une réalité. Donc il y a un consommateur qui subit la dureté de la pression sur le plan économique, mais qui, bon an mal an, arrive à se donner une ou deux bouteilles et
on prélève, on arrive, mais en réalité, la pression, ça ne veut pas dire que celui qui boit, il n'a pas de soucis financiers. Oui. Ça ne veut pas dire que celui qui soulève le verre, en banque, ça va. Non. C'est comme si ça va chez le Burkinabé. Alors que non, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut aller noyer les soucis. Bon, comme le dit quelqu'un malheureusement qui savent nager, mais après l'alcool, le souci est toujours calé. Le souci est toujours calé, en tout cas, même celui qui offre par exemple le sac de riz contribue d'une certaine manière, puisqu'il y a cette répercussion de l'inflation sur son panier, le panier de la ménagère. Du coup, on est dans une situation où quand même ces contributions apportent une soupape financière à l'effort de paix, comme on dit maintenant. Oui, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un besoin qui est exprimé. C'est celui de ceux qui sont au fond et qu'il faut, auquel il faut donner une réponse. Et on est dans une situation qui est assez difficile. Vous savez que notre économie, ça ne va pas. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer. On parle d'investisseurs qui sont en train d'aller sous d'autres cieux, d'investisseurs burkinabés qui vont ailleurs pour faire des affaires. Donc, ça veut dire que ça devient vraiment compliqué. Et la dernière fois, on en parlait ici avec le ministre du Sport et de l'Emploi. Là, c'est la triste réalité. C'est que quand vous regardez, si ces entreprises-là ne s'en sortent pas, c'est pas la circulation de l'argent, ça ne se fait pas. Donc les impôts et tout ça va se ressentir. Et donc ça devient difficile. Alors que c'est dans ces difficultés-là qu'il faut trouver des moyens. Et on a aussi, quoi qu'on dise, des éléments à assumer. Par exemple, avec notre diplomatie, il y a beaucoup de lignes qui ont été coupées que nous avions. Ça, c'est une ligne budgétaire, je veux dire, de financement. Donc, aujourd'hui, c'est ça, il faut se battre. Il faut se battre et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai dit que ça a été ingénieux de pouvoir trouver ce moyen-là. Mais ça ajoute à la vie qui est déjà chère. Maintenant, c'est un sacrifice aussi qu'il faut faire. Parce que ceux qui sont au fond, ils sont dans des conditions qu'on ne peut pas du tout imaginer. Et comme le disait le Premier ministre, là, s'ils sont dans des situations où, face à l'ennemi, ils ne sont pas adaptés, il disait une âme pour 3 personnes, bon, lui, il est aux affaires, peut-être qu'il maîtrise bien les choses, c'est pour ça qu'il le dit. Donc si c'est des conditions pareilles, c'est pas comme ça qu'on peut gagner une guerre. Donc ça va avec des sacrifices. Ça va avec des sacrifices, mais je dis encore une fois, le sacrifice, n'est pas total. C'est-à-dire que ce sacrifice, c'est pas appeler la souffrance. Non, c'est accepter de donner une partie en se disant que, bon, ça sera mieux. Mais il y en a aussi qui ont pour obligation, qui ont à leur charge de trouver des alternatives pour que la machine continue de rouler, de sorte à ce que quand on vient encore vous demander de donner, vous puissiez donner. Et cela, parce que le président a dit, lui, il est sur la question de la guerre, il y a un gouvernement qui doit travailler à donner un climat plus serein, notamment des alternatives aux entreprises. Il y a un accompagnement qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir aussi des impôts qui seront payés parce qu'il y a, comment dire cela, il y a une économie qui bouge. Aujourd'hui, le clé de notre économie, celui qui le booste là, c'est d'abord le public. C'est lui et sa commande. Maintenant, quand on dit, et j'ai aimé d'ailleurs, j'étais assis lors de l'anniversaire de l'économiste du Faso, il y avait la CCIBF qui disait, non, quand on dit non, on va fermer, c'est pas ça qui est la solution. Parce que quand vous dites que bon, on va plus dépenser comme ceci, non, continuez là, parce que l'État doit dépenser. C'est la dépense là, c'est la recette des entreprises privées. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les services que l'État demande aux entreprises privées et les paiements qui sont faits, c'est ce qui permet donc de générer une plus-value pour ces entreprises. Vous dites vous allez tout fermer, bon, on va diminuer les budgets là parce qu'on ne va plus faire ceci, ça on ne va plus faire, ça ne va plus faire. Non, c'est pas ça. Seulement c'est que ce que vous devriez faire là, il faudrait que ça suive la bonne ligne et que ce qui a été dit comme inscrit, ça va coûter tant là, que ça n'aille pas dans la poche de certains agents qui sont assis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que l'argent là, ça circule, il faut que ça tourne, il faut que le gouvernement là fasse bousculer les choses. Même et ça c'est pour terminer, pour illustrer les choses, quand en Europe et autres, ils sont sortis de guerre forte, qu'est-ce qui s'est passé pour relancer l'économie? C'est l'État qui a lancé des vastes chantiers. Ces chantiers-là,
Ça se fait comment? C'est accepter de dépenser. C'est comme ça que le tissu là, il est remis en branle. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc il faut penser aussi à l'alternative à donner et aux ménages et à ces entreprises-là pour pouvoir demain, lorsqu'on vient vers elles, dire bon, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez? Et parce qu'on leur a donné un bol d'oxygène. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit réfléchir à ça et qui doit travailler là-dessus. Le gouvernement doit réfléchir à cela et travailler là-dessus, puisqu'il nous faut toujours compter d'abord sur nos propres forces et sur nos propres ressources, donc mettre en place les mécanismes nécessaires à arriver à satisfaire cette politique. Nous parlons maintenant du Sénégal, puisque la situation sociopolitique dans ce pays est des plus inquiétantes depuis plusieurs semaines, et notamment depuis la condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse du principal opposant au régime de Macky Sall, Ousmane Sonko. Dernière nouvelle, si le calme semble revenu après les violentes manifestations de la semaine dernière, Dakar décide de fermer ses consulats généraux à l'étranger. Bernard Bougma, que vous inspire donc aujourd'hui cette situation au Sénégal, alors que le Sénégal était un modèle démocratique et vraiment démocratique et quoi? Et politique. Et politique, oui. Et de stabilité, qui avait réussi à garder sa virginité jusqu'à présent. Mais bon, ce n'est pas étonnant. Je pense que c'est Macky Sall qui a suffisamment joué avec le feu. S'il va être honnête, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu venir les signes. Parce que il y a des manipulations, les manipulations finissent par rattraper. C'est quand les événements se sont passés que les Sénégalais se sont rendus compte que tout cet acharnement contre Karim Wade, contre Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, n'était que pour ça. Le temps qu'ils se rendent compte que c'était pour ça, Macky avait déjà réussi son coup. Donc de faire un deuxième mandat, on les met sans risque, sans prendre de risque. Parce que les deux ont été écartés. Et si les deux d'ailleurs se mettaient ensemble, ce n'était pas évident. Il a réussi ce tour-là. Sur le front de la société civile, ceux également qui pouvaient inquiéter, qui pouvaient mobiliser, sont dans l'inconfort aujourd'hui. Je pense aux jeunes du mouvement Y en a marre, dont les leaders ont été épinglés dans des questions de visa, de passeport, de quoi européen, et puis bon voilà. Donc il y a ça. Après, l'affaire Sonko démarre. Il a connu plusieurs séquences. Macky aurait dû se dire, lui et ses hommes auraient pu se dire, attention, avec ce monsieur, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est créé, la liesse, non seulement sa cote de popularité s'augmente, mais ça s'est plus ou moins retourné contre le pouvoir. Macky était sorti, il a dit aux Sénégalais qu'il n'y aura plus jamais ça. Ce genre de violence, on n'en aura plus. Mais dès lors que tu fais une telle affirmation, il ne donne plus l'opportunité qu'il y ait des moments de violence. Ou bien c'était de dire je compte sur une force, sur la violence légale pour restaurer l'ordre au cas où il y aurait de la violence qui va vouloir se faire au Sénégal. Je pense également qu'il a sous-estimé les jeunes Sénégalais et a sous-estimé la capacité de mobilisation de Sonko. Il a sous-estimé jusqu'à présent. Et donc, la véritable question c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Si c'est vrai que Sonko doit répondre, que Sonko réponde. Ça, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Mais c'est des Sénégalais qui se disent, attention, ce monsieur, il instrumentalise la justice, rien que pour lui. Donc ils n'ont plus confiance à Macky. Quand l'affaire du salon de massage a éclaté, les preuves d'audition ont fuité. Et puis paf, une autre affaire qui vient de corruption de la jeunesse, c'est rentré ici, c'est sorti là. Alors que la rue ne faiblit pas. La popularité de l'homme ne faiblit pas. Donc ces signaux étaient tellement visibles. Et quand l'armée arrive à pondre un communiqué pour rappeler son rôle régalien et dit que je ne suis pas mêlé, c'est qu'il y a problème. En principe, elle n'a même pas dit ça. Si elle arrive à dire ça, c'est qu'elle-même elle est ébranlée à un certain niveau. Donc j'ai dit ces signaux-là auraient pu quand même avertir Macky Sall et son entourage que cette affaire-là, c'est pas bien. Et puis, surtout que Macky n'a pas eu le courage de dire aux Sénégalais que je ne voudrais pas un troisième mandat. Parce que c'est cette suspicion-là aussi qui nourrit ceux qui sont dans la rue. Le problème, c'est quoi?
vous envisagez une réforme constitutionnelle pour changer le nombre de mandats, ramener un mandat unique. On vous a dit c'est pas possible. Vous opérez, on dit bon voilà. Quand vous avez voulu le faire, vous avez eu le temps nécessaire d'expliquer. Envoyez vos juristes expliquer, les constitutionnalistes expliquer. Le projet est passé, ça a marché. Maintenant qu'il s'agit de sortir dire que même si j'ai fait ça, je ne vais pas être candidat, vous dites que le moment n'est pas encore venu. Vous foutez de qui? Si vous avez demandé, vous avez dit au même peuple la pertinence de votre initiative, l'objectivité de votre choix, si vous avez eu le courage de demander au peuple de soutenir votre initiative, parce qu'elle est louable pour tout le peuple sénégalais, il n'y a pas de raison maintenant que le même peuple te demande est-ce que tu vas faire un troisième mandat ou pas, et puis tu dis que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Je ne comprends pas. C'est comme si, effectivement, tu es en train de te préparer, te donner toutes les chances et toutes les garanties nécessaires pour qu'au moment venu, ça passe comme une lettre à la poste. Mais les Sénégalais la regardent. La Côte d'Ivoire, il y a eu ce troisième mandat, il y a eu cette révision constitutionnelle. Les juristes, les professeurs titulaires de droit, les constitutionnalistes sont sortis et disent c'est pas possible. Après, les mêmes là sont sortis et on dit c'est possible. La Guinée, quand Alpha Condé a commencé, ils ont dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, il va briguer un troisième mandat, il ne va pas briguer, il a brigué. Donc les Sénégalais se disent, ce monsieur-là, ce jeu qu'il est en train de jouer, ce louvoiement-là, certainement, c'est pour un troisième mandat. Et nous allons lui barrer la route. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, non seulement Macky, qui jusqu'à présent n'est pas encore sorti de son silence, doit sortir de son silence pour parler aux Sénégalais. Mais ça peut même jouer sur celui qu'il va présenter comme candidat maintenant. Parce qu'il aura tout déposé, il aura tout bousillé. Et toute l'œuvre de Senghor à Wade jusqu'à lui Macky, en une matinée, il a déposé sa terre. Voilà ce genre de démocrate qu'on n'arrive même pas à comprendre. Quelqu'un pour qui beaucoup avaient eu de la compassion et qui avait même dit que si Wade s'amuse, c'est la rue qui va trancher, c'est la rue qui va bloquer. Donc tu connais que la rue peut bloquer. Mais pourquoi tu joues avec cette même rue? Je ne sais pas. Bon, comme nous n'avons pas encore eu la chance d'arriver au sommet de l'État, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Peut-être qu'il y a autre chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous masque la vue sur nous. Franchement, Macky avait tous les signaux pour dire il y a un pas à ne pas franchir. Alors, Geoffroy Vara, Macky Sall avait tous les cartes en main pour dire ça ne va pas se passer. Macky Sall n'a pas encore dit qu'il briguerait un nouveau mandat à la tête du Sénégal. Mais bien entendu, il y a eu cet épisode judiciaire qui a enflammé le Sénégal. Donc, on a des raisons d'être inquiet pour ce pays. Oui, pour ce qu'on a vu au Sénégal, c'est clair que cela ne rassure pas. Maintenant, moi, ce qui est en train de s'y passer, il y a l'affaire Sonko, c'est vrai. Il y a aussi Macky Sall. Mais quand vous regardez, je pense que ce qui exacerbe aujourd'hui les tensions, c'est le silence de Macky Sall. C'est le silence de Macky Sall. Je pense que si le président Macky Sall disait que le troisième mandat ne l'intéressait pas, les gens verraient autrement le procès Sonko. Parce que, disons-nous les choses de façon claire, le même Sonko, il avait nié tout en bloc avant de reconnaître que lui-même il est parti là-bas. La question, c'est une accusation de viol. Mais derrière aussi, c'est un candidat à la présidentielle. Dans un pays à 95% musulmans, si mes chiffres sont bons, et pour lequel la question de probité aussi, ça compte dans les jugements qu'ils ont. Donc, c'est sûr que ce procès-là, si stratégiquement Sonko était allé, parce qu'il a refusé la confrontation avec la dame, il est allé au salon, il l'a reconnu. Il dit qu'il n'y a pas viol. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que il y a quand même, il y a un gynécologue qui a constaté. Et je pense qu'il a été écouté. Bon, il y a des propos, moi je ne vais pas revenir là-dessus ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a refusé de venir répondre parce qu'il sait que quand vous êtes dans la course à la présidentielle, si vous amusez, il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Il y a DSK, on s'en rappelle. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, on s'en rappelle. Il y a quelqu'un qui ne faisait pas la politique, mais qui était un islamologue très respecté, qui donne le procès, Tariq Ramadan. Oui. Aujourd'hui, il y a un débat récemment parce qu'il devait venir faire une conférence en France. Il se met maintenant en critique littéraire parce que sur la question même religieuse, sa voix ne peut plus porter parce qu'il a été démystifié, détruit. Parce que quand on regarde ce qui vient au visage, c'est rappeler qu'il est accusé de viol et après il a reconnu, il n'y a pas eu viol. Mais j'étais là-bas, elle était consentante. Donc, je pense que Sonko a compris qu'aller au procès et puis avoir à argumenter dans cette affaire-là, il ne peut pas sortir avec, il va rentrer en tout cas avec son boubou blanc, mais en ressortant, ça ne sera pas si blanc que ça. Donc, c'est vrai, on peut dire, peut-être qu'il y a instrumentalisation de la justice, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? D'autant qu'il ne s'est pas présenté à la justice. Il s'est refusé à la confrontation. C'est ça sa posture. Donc ça, c'est un fait. Mais est-ce que si Macky Sall disait que le troisième mandat ne l'intéressait pas, il n'aurait pas eu un autre regard sur l'affaire Sonko? C'est la question que je me pose. Voilà pourquoi je dis, comment il y a deux affaires. Et il y a Sonko qui lui est en train de faire aussi, quoi qu'on dise, de la stratégie politique très forte là-dessus. Dans cette affaire, ce n'est plus la dame, c'est lui qui est la victime. Et qui refuse aussi d'aller à la confrontation. Maintenant, il a joué la carte, mais en définitive, vous êtes condamné par contumace, et quand c'est comme ça, vous prenez lourdement. Et donc, pour lui, comme il est dans la posture du manigancement politique, de la manigance politique, venant de Macky Sall, ça ajoute de l'eau à son moulin et ça braque davantage ses soutiens. Et vous voyez le nombre de morts qu'il y a. Et encore, il dit, on va sortir bientôt. Donc, moi, quand je regarde ça, je suis un peu mal à l'aise. Maintenant, j'ai dit, il y a deux cas. Il y a le cas Sonko et il y a Macky lui-même. Macky Sall, qui en 2016 fait la révision de la Constitution, il passe du septennat au quinquennat. Disons aussi les choses toutes nettes, parce qu'on est journaliste, il faut dire la vérité. Que dit l'article 27 de la Constitution sénégalaise? Parce que c'est vrai que la Constitution ramène le 2016. Qui est visité en 2016, elle ramène, c'est vrai, elle ramène le nombre de mandats, la durée du mandat de 7 à 5 ans, mais l'article 27 dit quelque chose aussi il dit la durée du mandat du président est de 5 ans. Ok? Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ça veut dire que, est-ce que son septennat peut être considéré comme le premier mandat, étant entendu que personne ne peut faire 2 mandats consécutifs et qu'un mandat c'est 5 ans. Quand est-ce qu'on commence à compter? Mais le problème pour moi, c'est pas ça. Le problème, c'est la parole de nos hommes politiques. Voilà pourquoi je dis ce qui est en train de se passer au Sénégal, ça s'est passé un peu partout, mais c'est la réalité de nos hommes politiques. Lorsque le président, l'ancien président, en ce moment il était président, Roch Kaboré, était en visite, c'était en 2017 au Sénégal, voilà ce que disait Macky Sall lorsqu'il a été interrogé devant le président Roch Kaboré sur la question du 3e mandat. Il dit on devait passer du septennat au quinquennat bloqué, mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps. C'était 2 mandats. Le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat 2024? Un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Là, il y avait 2019 qui venait, il voulait se faire élire. Il dit, il ne va pas passer à plus de 2 mandats. Et qu'il n'y a même pas de débat à faire. Mais quelques temps après, en 2020, comme il a eu son 2019, il a son 2e mandat, il est assis. La même question lui est posée par la presse locale. Il répond par ni oui ni non. Et comme à l'accoutumée, nos politiques, j'oublie le nom du journal, c'est un journal français, au détour d'une interview, où il dit, et c'est là où les Sénégalais ont commencé à douter, il dit la question n'est pas juridique, elle est politique. Et que son premier mandat, celui de 7 ans, il est intangible et qui n'est pas concerné par la loi. Hors de portée. Donc, il est hors de portée. Donc ça veut dire que si lui, Macky Sall, veut se présenter, il peut se présenter. Mais vous savez, en la matière, tout le monde est malhonnête. En 2019,
garde des Sceaux, ministre de la Justice, elle s'appelle Fall. Elle disait que la question du deuxième mandat, là, c'est réglé. Il n'y a pas plus de 2 mandats et que ça ne donne nullement à interprétation. La même. Elle est revenue et dit, tous les textes là sont soumis à interprétation, y compris l'article 27. C'est garde des Sceaux, c'est-à-dire que c'est ceux que les étudiants en droit la regardent comme ça et qui enseignent. C'est eux qui sont dans des contradictions pareilles. On l'a eu en Côte d'Ivoire aussi sur le débat. Exact. Mais c'est ça notre réalité. Le politique qui ne dit pas la vérité. Et puis, ceux qui doivent dire la vérité, qui sont les personnes ressources dans certains domaines, ça y est, puis ils ne disent pas la vérité. Voilà ce dans quoi nous sommes. Voilà, quand je dis, il y a 2 affaires. Donc il y a Macky Sall qui, s'il disait la vérité sur la question de son 3e mandat, couperait tout et court à la question Sonko. Mais aujourd'hui, ça donne l'impression de ne pas donner aux Sénégalais 2 choix possibles. Inéligibilité pour quelqu'un qui a un bon capital sympathie auprès de la jeunesse et d'une bonne frange des Sénégalais, Sonko qui est le challenger de Macky Sall, si d'aventure veut faire un 3e mandat, et puis Macky qui se construit un boulevard et qui est là, qui ne dit rien. Est-ce que les Sénégalais vont continuer de le regarder et attendre comme si c'était Dieu quand il viendra? Parce qu'il a annoncé non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est triste de voir ce qui est en train de se passer. Mais c'est symptomatique de nos réalités, des politiques qui ne nous disent jamais la vérité, qui disent ça aujourd'hui, qui font des choses demain, et puis qui viennent nous expliquer pourquoi hier ce qu'ils disaient était vrai et que le contraire qu'ils disent aujourd'hui est vrai. C'est malheureusement ce qu'il nous a donné de voir dans plusieurs pays autour de cette question de 3e mandat qui pose véritablement de problèmes avec donc aux entournures le principe de la limitation des mandats présidentiels. Le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme et cette audience donc s'achève. Nous avons parlé, donc les juges ont porté leur regard sur le fonds de soutien patriotique d'une part et sur la crise sociopolitique au Sénégal d'autre part. Merci juge Bernard Bougon. Merci président. Merci juge Geoffroy Vara et merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV pour votre attention et pour votre fidélité. Forte pensée à toutes nos forces combattantes et n'oublions pas que l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.